Même si vous ne regardez pas la BBC News, j'ai ce petit soupçon de crédibilité. J'ai été élevé dans une exploitation agricole. Je vais commencer par un petit commentaire d'introduction. Comme nombre d'entre vous le savez, et comme je le sais également, ces dernières années ont été extrêmement difficiles pour l'organisation de réunions en présentiel et des événements de réseautage tels que celui-ci. C'est un vrai plaisir de pouvoir l'organiser en présence plutôt qu'en ligne, comme nous avons été obligés de le faire au cours de ces 2 dernières années. Nous avons la possibilité de prendre un café ensemble, de parler, et ça fait vraiment toute la différence. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'être présent ici aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, le thème principal de ce forum sera celui de la durabilité alimentaire, le fait de répondre aux besoins alimentaires de l'Union européenne, la production plus durable, plus respectueuse de l'environnement de nos denrées alimentaires. Nous parlons de ce genre de sujet dans le cadre de plusieurs forums, de plusieurs événements, de plusieurs contextes, mais voilà bel et bien la question à laquelle nous devons répondre. Comment produire une alimentation durable pour notre planète, car il n'y a pas de planète B. Avant de donner la parole à Rose, j'aurais aimé dire quelque chose. Je suis tout à fait conscient du contexte dans lequel nous prenons la parole ici, aujourd'hui. Et je pense que vous le savez également, l'invasion d'un pays souverain par un autre. Mes collègues basés en Ukraine nous partagent énormément d'informations et cela nous déchire le cœur. Mais non seulement cela déchire le cœur, cela est pertinent. Non seulement cela nous déchire le cœur, mais cela est également très pertinent pour les discussions d'aujourd'hui, car l'Ukraine exporte de nombreuses denrées. Et de nombreux pays à travers le monde dépendent des céréales qui sont envoyées depuis cette région du monde. Et nous savons que la situation déjà difficile va encore être empirée par ce qu'il se passe sous nos yeux. Cela va donc avoir un impact sur nos systèmes alimentaires et je pense que nous en reparlerons aujourd'hui. Nous opérons donc dans un contexte particulièrement complexe. Le débat que nous allons entretenir aujourd'hui sera très important et je vais donner sans plus tarder la parole à Rose pour qu'elle vous donne quelques mots d'information sur ce qu'il va se passer aujourd'hui. J'aimerais également souligner le fait que je suis également fille d'agriculteur. Je m'appelle Rose O'Donovan et je suis éditeur en chef de AgriFacts basé à Bruxelles. Et en regardant l'audience ici aujourd'hui, je pense que nombre d'entre vous connaissez le travail que je réalise. Ceux qui n'en ont jamais entendu parler, nous pouvons vous retrouver pour un café un petit peu plus tard et nous en parlerons. Mais avant de passer à ce qui nous intéressera aujourd'hui, passons par quelques règles d'intendance. Vous avez la traduction en français. Si vous voulez utiliser ce service, n'hésitez pas à utiliser le canal disponible dans le couloir et à vous connecter sur le canal numéro 1. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez suivre la réunion sur le lien français qui vous a été fourni. Vous pouvez également tweeter des commentaires sur le hashtag Forum4Ag. Nous voudrions, comme nous l'avons fait au cours de ces 15 dernières années, rendre ce forum le plus interactif possible. Je vous donnerai la possibilité de poser une question, que ce soit ici dans la pièce ou en ligne. Vous avez 2 choix. Premièrement, vous pouvez lever la main lorsque nous avons une séance de questions-réponses. Il y aura des micros qui se baladeront dans la salle. Si vous avez une question pendant les sessions que Steven et moi-même modérerons, vous pouvez vous rendre également sur votre téléphone portable www.forum4ag.lag et vous aurez l'ensemble des informations également sur votre badge si vous les cherchez. Ceux qui nous suivent en ligne, si vous descendez sur la page juste en dessous de nos visages, vous pouvez entrer une question et la question nous sera directement dirigée. Les questions du public doivent nous être... les questions de la salle doivent nous être posées en anglais, mais nous pouvons également prendre les questions en français s'ils nous sont posées directement en français. Si vous les posez en français, parce que nous parlons vraiment français, n'est-ce pas Steven, nous aurons la traduction directement en anglais. J'espère que ce forum sera le plus instructif et le plus intéressant possible pour l'ensemble d'entre vous. Et nous aurons également la possibilité de
nous revoir un petit peu plus tard, mais pour le moment, je vais laisser la parole à Steven pour la modération de cette première séance. Nous avons un certain nombre de panels très intéressants et j'ai hâte de pouvoir modérer les discussions avec Rose. Comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, nous allons commencer par une présentation, ou plutôt un discours d'introduction d'une personne que vous connaissez très bien, qui préside le FFA depuis de nombreuses années, qui nous fait profiter de sa riche expérience en tant que politique slovène, en tant que commissaire pour l'environnement, ancien commissaire pour l'environnement. Veuillez, s'il vous plaît, applaudir Janez Potočnik. Janez? Merci beaucoup, Steven. Oui, moi aussi. Je viens du milieu agricole. Mon père était agriculteur, ce qui explique certainement mon amour pour cette question, pour l'agriculture. Bienvenue à toutes et tous à ce FFA pour une alimentation plus durable. Alors que nous sommes dans ce hall de conférence, que nous sommes derrière nos ordinateurs, nous pensons tous au conflit en Ukraine. L'étendue du conflit est sans précédent et nous choque toutes et tous. Nous espérons vraiment que la bonne volonté et la diplomatie pourra permettre aux Ukrainiens et à l'ensemble des personnes impliquées dans ces guerres de reconstruire leur vie et mettra fin au conflit rapidement. Mais je voudrais exprimer nos condoléances à ceux et celles qui se trouvent en Ukraine et autour. Nous voulons exprimer également notre reconnaissance pour le travail de l'ensemble des personnes qui travaillent pour la paix et qui soutiennent les Ukrainiens dans ces jours sombres. L'Ukraine et la Russie, comme vous l'avez certainement entendu, sont des producteurs combinés de blé et d'intrants animaux, mais également d'engrais. Les perturbations vont être nombreuses dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Cela va certainement rester être une question à laquelle nous réfléchirons beaucoup aujourd'hui. Il est donc essentiel que nous parlons des effets potentiels qu'aura certainement cette crise sur les systèmes alimentaires européens. Et je sais que la Commission et les différents politiques européens y travaillent dur. Mais cette conférence est, comme vous le voyez à l'écran, intitulée « Une lutte pour une transformation de notre système alimentaire ». Nous voulons donc continuer de nous concentrer sur la question qui nous intéresse ici aujourd'hui et qui restera au cœur même de notre mission, pour contribuer à la concrétisation d'une vision d'une agriculture durable en parfaite harmonie avec la nature. Nous voulons faire en sorte que les agriculteurs puissent bénéficier d'un revenu décent et puissent nous garantir une alimentation saine et nutritionnelle. Vous vous rappellerez certainement mes différents appels au cours des différents FFA. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en verdissant uniquement notre modèle économique. Nous avons besoin d'un changement plus ancré, plus important. Fort malheureusement, ce message ne semble être entendu que lorsque nous sommes et nous agissons dans l'urgence. Très souvent, il est trop tard. Nous le constatons une fois de plus avec la situation en Ukraine aujourd'hui. Les politiques nous appellent à économiser de l'énergie. Un appel similaire à celui que nous pourrions entendre lorsque nous sommes exhortés à acheter uniquement les aliments dont nous avons besoin. Et nous l'avons connu au début de la pandémie. Nous savons que la sécurité alimentaire est aussi importante que la sécurité énergétique. Nous le savons d'autant plus que la situation est difficile. Mais je continuerai à le dire et le répéter encore. La sécurité alimentaire sur le long terme ne peut être garantie que par la transformation de nos systèmes alimentaires. C'est là le cœur de notre mission. C'est là exactement ce dont nous devons parler lors de ce FFA. Il s'agit de changement de l'équilibre entre récolte pour les animaux et pour notre alimentation directe.
il faut mettre à l'échelle des systèmes tels que l'agroforesterie qui fournissent des aliments et d'autres systèmes et d'autres services écosystèmes, tels que la séquestration carbone. Nous devons poser un regard nouveau aux systèmes de production maritime qui peuvent également présenter un certain nombre d'avantages. L'aquaculture qui produit des algues qui absorbent directement des nutriments de l'environnement et qui ne dépendent pas de produits et d'aliments pour les animaux. Nous voulons travailler à différents types d'agriculture. L'agriculture numérique. Des systèmes qui peuvent bien sûr dépendre de machines particulièrement onéreuses, mais nous pourrions également mettre à disposition ces machines à disposition des agriculteurs pour une production plus efficace. Nous devons nous détacher de la manière dont nous réfléchissons jusqu'à maintenant pour créer plus de valeur ajoutée par le biais de solutions durables partagées tout au long de la chaîne alimentaire. On parle également de pollinisateurs, du soin que nous leur apportons, du soin que nous apportons à des sols en bonne santé, du soin que nous apportons à nos aliments. Éviter le gaspillage, car lorsque nous gaspillons des aliments, nous gaspillons également de l'eau, des pesticides, des engrais, des terres qui sont utilisées pour produire ces aliments. Et ce n'est pas acceptable dans notre contexte notre contexte économique, mais également du point de vue environnemental. C'est également une question de politique qui ne sont pas directement liées à la question de l'alimentation. Par exemple, quelle quantité de biocombustibles vont être utilisés pour alimenter les voitures plutôt que pour nourrir les personnes? Combien de terres fertiles vont être utilisées pour des projets immobiliers? Combien de terres fertiles vont être avalées directement par l'expansion de nos villes? Et qu'allons faire de nos systèmes de mobilité? Et je peux continuer la liste ainsi pendant encore très longtemps. Tout cela, toutes ces questions sont des questions directement liées à notre sécurité alimentaire. Plus nous ignorons, plus nous évitons ces questions stratégiques souvent difficiles, plus nous fonctionnons par compromis, par échange et procédons par décisions extrêmement difficiles, plus il sera probable que nous nous trouvions dans une situation difficile lorsque nous ne sommes pas prêts à les affronter. Et nous devrons alors décider d'actions encore plus radicales. C'est d'ailleurs la situation dans laquelle nous nous trouvons pour le moment. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons enfin comprendre que gérer uniquement les symptômes ne nous permettra pas de soigner la maladie. Nous devons également comprendre que nos systèmes d'approvisionnement sont particulièrement fragiles et nous devons également avoir conscience que nous en dépendons. Il n'a jamais été aussi important de combiner les politiques d'approvisionnement à des politiques de demande et de solutions basées sur la nature. Le besoin de solutions naturelles est la meilleure politique à poursuivre pour un continent tel que l'Europe. Nous dépendons de l'énergie, nous dépendons de nombreux autres matériaux, matières premières, y compris les récoltes. Si vous n'êtes pas convaincu par les arguments sociaux et environnementaux, peut-être cet argument vous fera-t-il réfléchir. Pour vous, ici dans la salle et derrière vos écrans, cela n'a rien de nouveau. Depuis la création du FFA il y a 15 ans, les données sur le climat et la biodiversité n'ont fait qu'empirer. Chaque année qui passe nous le démontre encore. Nous devons transformer nos systèmes alimentaires. C'est urgent. Le changement climatique et la perte de biodiversité ne sont pas les causes et les raisons pour lesquelles nous sommes ici, mais nous devons inverser l'impact de nos systèmes alimentaires sur le climat et la biodiversité. Nous serons, dans le cas contraire, les victimes de notre mauvaise conduite comme nous le voyons pour le moment. Il faut assumer nos responsabilités
Et nous ne devons pas nous dédouaner de nos responsabilités. Nous devons transformer le système alimentaire. Le problème fondamental gît dans notre modèle économique. Des théories économiques qui dépeignent des consommateurs qui agissent tout le moins à court terme de manière rationnelle. Plus nous produisons, moins élevés sont les prix, plus il y aura de retours sur capitaux. Au cours de ces dernières décennies, l'utilisation des ressources a contribué à une amélioration du bien-être de nombreux êtres humains à travers le monde. Mais elle s'est faite à un coût sans précédent pour notre climat, pour notre santé et pour notre environnement. Il était une fois un temps où la croissance économique était le seul indicateur de bien-être humain. Elle n'est désormais plus le seul indicateur. Dans les pays qui consomment le plus de ressources par habitant, ceux à moyen revenu et haut revenu. Cela nous indique clairement que nous devons choisir une autre étoile du berger. Nous devons repenser notre comportement, nous devons repenser nos politiques. Les objectifs pour le développement durable ont été un point d'inflexion sur ce chemin. Mais les politiques ambitieuses qui s'intéressent au long terme, telles que le pacte vert européen et les objectifs de l'UNCTAD, nous demandent d'en faire plus. Nous devons repenser nos cadres, nos réglementations, nos incitants pour changer la manière dont nous produisons. Nous devons envoyer des signaux politiques très forts et envoyer également des signaux au marché. Tout cela, lorsque les messages sont contradictoires, peut être particulièrement confondant et booste les revenus des actionnaires. Nous pourrions également affirmer qu'il y a encore une marge d'amélioration sur la manière dont sont gérés ces documents. Mais cela ne change rien au fait que le document pose les bonnes questions et établit une vision plus que jamais nécessaire pour une transformation de nos systèmes alimentaires. La meilleure évaluation d'impact à laquelle on puisse penser est celle de la réalité à laquelle nous faisons face pour le moment. Et nous devons trouver des solutions sans plus tarder. Nous faisons face à de nombreux défis. Et tous tournent autour des ressources naturelles. Moins nous les utilisons de manière raisonnable, plus nous surpasserons la capacité de reproduire les ressources naturelles de notre planète. Ce qui créera une perte de biodiversité et de la pollution. Tout cela nous semble donc très logique. Si nous voulons mettre en place un changement systémique pour répondre aux défis auxquels nous devons répondre, car c'est ce dont nous avons besoin, nous devons nous concentrer à nouveau sur la manière dont nous utilisons les ressources naturelles. Si nous pouvons nous intéresser à notre production et à notre consommation, sous l'angle de l'utilisation des ressources naturelles, nous pourrons penser à la transformation de l'ensemble du système plutôt qu'à la transformation d'un secteur unique. Nous devons également nous concentrer sur la maximisation des besoins et de bien-être humain plutôt que sur la maximisation des revenus de certains secteurs. C'est un message d'espoir, étant donné que nous comprenons les catalyseurs des défis auxquels nous faisons face, et cela nous permettra d'y répondre tous en même temps. Nous devrons éviter les échanges et les bourbiers à venir. Que cela veut-il dire pour l'agriculture? Nous devons tous comprendre l'impact réel de notre consommation et de nos productions. Nous devons, pour ce faire, mettre en place une approche participatoire pour développer des données basées sur les sciences pour l'ensemble de la chaîne de valeur, et ce depuis le début. Les ressources humaines utilisées pour développer les semences, les intrants, les machines, les terres, les systèmes de production. Tout cela peut nous aider à mettre en place des politiques qui encouragent une utilisation raisonnable des ressources pour une économie biocirculaire. Nous devons
cesser de croire que tout ce que nous faisons pour le moment n'aura pas de prix. Nous devons appeler les consommateurs à se comporter de manière raisonnable, à payer davantage pour l'aliment, les aliments qui ont moins d'impact environnemental. Nous devons également résoudre les différentes questions liées à la demande. Et ce, afin de verdir le modèle économique actuel. Cependant, cela, sans autres changements plus ancrés, ne nous permettra pas de répondre à notre objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température. Nous n'avons plus le luxe de perdre le temps si précieux qui nous est donné. Nous devons mettre en place un objectif d'émission zéro. C'est d'ailleurs ce que nous avons retenu de la COP26 de Glasgow. C'est un objectif extrêmement important, une étape très importante. Mais si on s'était intéressé davantage au transport, on ne se serait pas tant concentré sur la réduction des émissions des voitures et davantage sur ce que nous avons besoin de mettre en place pour améliorer la mobilité au sens large. Tout cela passe par des politiques différentes, des politiques pour les cyclistes qui réduiraient le nombre de véhicules grâce à du covoiturage, à la reconception des transports publics et des transports en commun, etc. Cela nous permettrait de résoudre un certain nombre de questions, non seulement de pollution, mais également d'utilisation des ressources. Nous devons penser exactement de la même manière pour l'agriculture. Il y a un certain nombre d'évolutions qui se déroulent pour le moment, qui permettent de réduire les émissions et qui nous permettent également de réduire la consommation d'énergie. Ces innovations sont essentielles, mais une fois de plus, retourner, inverser le système actuel ne sera pas suffisant. Nous devons le changer radicalement. Nous devons mettre en place un système agricole qui réhabilite et repense l'ensemble des pratiques et des exploitations plutôt que de les annihiler. Il y a énormément de débats sur ce à quoi devrait ressembler une agriculture régénérescente. Jusqu'où devons-nous aller? Qu'est-ce que nous devons englober? Qu'est-ce que nous devons inclure? Voilà toute une série de questions auxquelles nous devons réfléchir. Et nous devons pour cela nous appuyer sur la science. Mais nous devons également appeler à une agriculture qui pense à la biodiversité, qui renforce la biodiversité, qui réduise la pollution et les émissions et qui renforce la résilience de nos systèmes agricoles. Nous avons également besoin de mettre en place un concept qui soit accepté par la majorité. Nous devons mettre en place des solutions qui nous poussent à agir. Cela sera essentiel. Pour que la transformation fonctionne, nous devons tous être actifs et nous devons tous en bénéficier. J'ai donc hâte d'entendre nos différents orateurs ici, aujourd'hui, sur ces différentes questions et de les entendre sur la manière dont nous pouvons aboutir à cette transformation du système alimentaire. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis des années maintenant, vous aurez pu constater que le forum a grandi. Nous sommes là comme plateforme qui rassemble les différentes parties prenantes qui leur permettent de donner leur avis sur l'avenir de nos systèmes alimentaires. Nous sommes là pour écouter, pour apprendre les uns des autres. Nous voulons sortir de notre vision en silo. Nous voulons entendre les arguments des autres. C'est très important pour la transformation de nos systèmes alimentaires. À tel point que nous avons maintenant étendu le forum bien au-delà de son événement annuel. Nous avons organisé 11 ateliers en ligne qui ont commencé hier et qui se pencheront sur les différentes questions. Je vous invite également à vous inscrire aux différents ateliers de manière à poursuivre les débats et à vous rendre directement sur notre site internet. Nous avons également organisé un forum biannuel en Europe. Plus nous nous écoutons, plus nous travaillons les uns avec les autres, plus nous arriverons à collaborer pour créer un système alimentaire inclusif.
En gardant tout cela à l'esprit, nous sommes également ravis d'annoncer que nous avons étendu nos partenariats et j'aimerais pour cela remercier les partenaires fondateurs, l'Organisation des agriculteurs européennes, nos partenaires stratégiques, l'UICN, ou l'Organisation internationale pour la conservation de la nature, Cargill, le WWF, Food for Thought, Washington Global Affairs et les amis Friends of the Countryside, PepsiCo, le groupe Rêvé, Systémique et l'organisation Rêvé. En bref, tous les logos que vous avez vus derrière moi juste avant que j'intervienne. Nous avons donc consacré énormément d'énergie pour l'organisation de cet événement et j'aimerais remercier les différents orateurs d'avoir rejoint ce FFA. Une fois de plus, je pense que se succéderont ici sur l'estrade énormément de personnes très intéressantes qui réfléchissent à l'agriculture d'aujourd'hui et je pense que cela témoigne de l'importance de la question que nous débattons aujourd'hui et de notre motivation à trouver des solutions. J'aimerais également remercier nos modérateurs, Stephen, Rose, de bien vouloir nous accompagner dans ces débats complexes et j'aimerais aussi remercier Emma, Caroline et leur équipe extraordinaire d'avoir rendu tout cela possible. Pour conclure, je suis un économiste et mon inquiétude la plus profonde est que l'économie contemporaine nous considère en tant qu'humains comme externes à la nature et non pas comme partie intégrante de cette nature. Les agriculteurs sont privilégiés. Vous savez que vous faites partie de la nature étant donné que vous en dépendez lorsque vous êtes agriculteur. Protéger quelque chose dont vous dépendez est une chose tout à fait logique. Et il en va de même pour la création et la mise en place de conditions de travail décentes pour ces agriculteurs. Y a-t-il une bonne raison de ne pas comprendre cette sagesse et d'agir en conséquence? Très honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que telle raison existe. Et tout ce qui se passe dans notre voisinage n'y change rien. Très chers amis, nous profitons de très peu de temps sur cette planète. Et lorsque vous avez mon âge, cela apparaît clair comme de l'eau de roche. La seule chose qui est vraiment importante est comment et avec qui vous allez passer ce temps limité. Je suis ici parce que je pense que nous pouvons nous comporter respectueusement, humain envers humain, humain envers la nature, et prouver la raison pour laquelle nous appartenons à l'humanité. Merci beaucoup de votre attention, prenez soin de vous, et je vous souhaite un très agréable et instructif FFA.